سيغيوي ثمذنت أغثوري نور نسين يسيف يخف يقروذم سمفني وسان يسقسنا ياذ يبدايا زمزورو فيه هذا مزيار يذوذ ذم اللي السيد سنم يغوري ما يذور ذي سرير أيغي ثلاث ثفوك ثناني ذرن ينور ثران أشكو ثناني ذرن الزيك ثغلي الثايض نكي ثذاني ذرن الدوري الموت في غيوي ثذي غلين تسفو كان إيجا يوي ثما زيرت إيجمنيذ أتسيم وكي ذسفرو الصغور صدقي أزكيو ذم دياز أم قران يتوسنن ذي ثمازغا من المروك إذا ذم دياز أشرحي أسفرو يجي كساخفيد صغور أمود إديفرن سكسفرا يجي أزكيو ستورر ثم قران أران مسلي أساقيك تنفقيثنا سليمان ناجي زلف اللام أنصفي سم غارث قلتاقينا سليمان ناجي تموسنا وث ثم قرانت غافو إنو كيانا أين ربني أسالين يخامن إنساين إمازيغ المروك أسكوذ إمازيغ ناقين المروك أمك توالين ثوذرت التمدور تنسن سليمان ناجي vous êtes architecte, vous avez été formé à l'école de la Villette, vous êtes également anthropologue, vous avez fait un 3e cycle sous la direction de Tessa Avit Yassine, à l'école des hautes études en sciences sociales. À Paris toujours, oui. Toujours à Paris. Et par ailleurs, vous êtes membre du comité scientifique du musée Amazir, du musée berbère du jardin Villa Majorelle à Marrakech. Jardin Majorelle. Jardin Majorelle à Marrakech. Donc, qui dispose, nous l'avons vu dans une précédente émission, d'un musée entièrement dédié à la culture thamazirth. Ce qui justifie notre rencontre aujourd'hui, c'est donc cette manifestation autour de Thilawin Thimazirin dans le Maroc, mais c'est aussi l'ensemble des travaux que vous avez réalisés jusqu'à présent, car vous habitez au Maroc, donc il est très difficile de vous joindre ici à Paris. En pays Tachelhit. Vous habitez en pays Tachelhit. Donc vous êtes notamment l'auteur, c'est très important, donc des fils de saints contre fils d'esclaves, un très beau livre Art et architecture berbère que je montre à l'écran. Vous êtes aussi auteur de Portes du Sud marocain et d'un autre très beau livre qui malheureusement n'est pas disponible en ce moment, que j'ai pu consulter néanmoins à la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'est un livre très important, Grenier collectif de l'Atlas, patrimoine du Sud marocain. Est-ce que j'ai dit les éléments les plus importants concernant votre parcours et votre activité actuelle, en plus de votre travail autour de la préservation du patrimoine architectural amazir, notamment évidemment celui de l'Atlas. J'ajouterais que quand j'ai commencé mes études supérieures et que je m'étais intéressée à toutes ces architectures du Grand Sud, je n'avais pas conscience à ce moment-là qu'il y avait un vide. Et c'est pourquoi je me suis... j'ai énormément étudié toute cette question qui touche effectivement à tous ces territoires de la Tamazra, mais qui va du Haut-Atlas à toutes les vallées pré-sahariennes jusqu'à aujourd'hui, puisque le dernier livre est consacré au Qsar Essa et que nous avons restauré avec l'Agence du Sud de 2006 à 2011 le Qsar dans sa totalité. Donc il y a un travail considérable à ce niveau-là, mais je veux dire par là que je suis arrivée à l'architecture par l'art, et on ne peut pas découper dans cette ère civilisationnelle, on ne peut pas découper l'architecture et l'art. Ça forme un tout. Donc c'est extrêmement important, je pense, de bien comprendre que notre architecture est artistique, c'est évident, mais il y a une... On ne peut pas, si vous voulez, découper en art comme ça a été fait dans d'autres civilisations. On est vraiment dans quelque chose qui est un art total, y compris dans l'architecture. Vous voulez dire que lorsque je regarde des pierres, les pierres auxquelles vous consacrez
la plupart de votre temps, je ne regarde pas seulement des pierres, je ne regarde pas seulement un assemblage de pierres, je regarde aussi des liens sociaux, je regarde aussi un imaginaire, je regarde aussi une signification. Bref, je regarde peut-être l'esprit et l'âme d'un peuple et de son histoire. Absolument. Et là, on dirait que vous parlez comme Khaireddin. Si vous connaissez les textes de Mohamed Khaireddin, on est vraiment dans cet esprit-là. L'idée que, en effet, toute cette architecture nous vient de très très loin. Et moi qui restaure à longueur d'années, je sais à chaque fois que je reconstruis des choses qui sont fragiles, mais qui sont toujours là. Et ça, je ne sais pas ce qu'il en est de l'Algérie que je ne connais pas, mais au Maroc, on a encore cette civilisation qui perdure. Et peu de gens le comprennent. Si vous prenez les greniers collectifs, certes, beaucoup sont aujourd'hui désaffectés, oubliés, mais dans certaines contrées, on s'en sert toujours. Alors que si on va en Tunisie, on les a transformés en hôtels, si on va en Algérie, dans les Aurès, on n'a plus rien. Donc si vous voulez, nous, on a une mémoire vivante extrêmement passionnante. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et c'est ce qui aussi, je pense, donne du sens à notre action. C'est qu'on ne restaure pas des murs morts, mais on travaille avec les gens. Et ça, c'est difficile. On va à la rencontre de chacun, et on essaie de faire en sorte que quand on fait la restauration, on la fait avec les hommes et les femmes, hein. On ne distingue pas. Donc on les fait ensemble, et ça c'est très difficile, mais en même temps c'est la seule garantie, si vous voulez, qu'il y ait quelque chose après, que ça perdure, que ça soit pas juste un décor de carton-pâte. Vous avez parlé de Mohamed Khaireddin, donc je précise à l'attention de nos téléspectateurs kabyles qui ne sont pas forcément familiers de la littérature francophone marocaine. Les gens d'Evi Dagounchi, voilà, c'est un grand poète. C'est un très grand poète, un très grand romancier, et l'auteur notamment d'Agavir, donc Dagounchiche, qui est un personnage, donc un hors-la-loi auquel il a consacré donc un roman, et une nouvelle fois, voilà, un personnage donc qui s'est intéressé à l'exploration aussi de cette identité Tamazir. Un peuple errant, toujours vivant. Je ne sais plus le titre. Il a écrit énormément. Un peuple errant, vous connaissez ce texte. Mais alors, donc, s'agissant des Imazirones du Maroc et des citadelles, parce que vous êtes allé immédiatement en plein dans le sujet, l'objet de notre échange, s'agissant des Imazirones du Maroc, il y a une prédominante, et nous allons revenir à l'architecture, une prédominante de sédentaires ou plutôt de nomades. Dans quelles conditions ces citadelles, ces greniers ont-ils été érigés, bâtis? Alors les Igouders ou les Irmen, ça dépend où vous êtes. Voilà. Ils sont, ces fameux greniers collectifs, ils sont souvent pour des, comment ça s'appelle, ce sont souvent des semi-transhumants qui ont le grenier. Si vous prenez les Ait Ouagharda, à un moment donné, je crois que c'est au mois de mai, ils montent dans les pâturages et ils vivent dans le village du Haut. Ils font les cultures, ils font les récoltes, ils font tout un tas de choses, ils mettent à sécher et puis progressivement ils descendent vers le grenier qui est donc plus bas, où ils passeront l'hiver, ils descendent leur culture. Si vous allez du côté d'Amtdi, donc là on est plus proche on est dans l'anti-Atlas, on est plus proche de Guelmim. Amtdi, aujourd'hui ils sont sédentarisés, mais à l'origine ils étaient sur plusieurs localités. Et c'était disons, une tribu qui avait beaucoup de bétail et qui allait de village en village. Donc si vous voulez, avec un point fixe qui souvent est le grenier. Donc je crois qu'on ne peut, comme toujours, pour la Tamazra, on ne peut pas généraliser. On a autant, je dirais, de configuration que de territoire. Et ce qui est important d'ailleurs, c'est de voir comment, en fonction des lieux, les gens ont occupé,
ont développé l'agriculture, l'élevage, et puis tout ce qu'il y a autour, les tapis, etc. Comment cette civilisation rurale, elle est souvent, de toute façon, les gens sont souvent semi-transhumants, et comment à chaque fois ils occupent les choses différemment. Vous prenez dans la région de Boutaferda, qui est une ville, là on est chez les Ait Wafelman, ils ont des greniers de vire absolument magnifiques qui sont sur des falaises et qui sont vraiment en bordure. Ce sont des merveilles de greniers collectifs. Eh bien, il s'agissait de transhumants pour le coup, et eux, ils reprenaient leurs tentes, ils cousaient des espèces de troncs comme ça, et ils approvisionnaient le grenier par le haut. Et ensuite, ils ouvraient la porte, et par le bas, ils prenaient le grain. Donc ça n'existe plus par contre. Mais si vous voulez, ça vous donne aussi des choses tout à fait intéressantes. Quand il y avait, toujours chez les Ait Wafelman, on mettait un gardien, et souvent c'était un homme qui n'était pas encore marié, etc. Et quand il finissait son tour de gardiennage, qui pouvait durer un certain temps, 2 ans, 3 ans, chaque homme du clan lui donnait une tête de bétail. Donc à la fin, il avait la capacité à faire son troupeau et à faire aussi sa famille, à fonder une famille. Donc si vous voulez, tout ce dont je vous parle, c'est aussi des configurations où vous comprenez bien qu'il y a à chaque fois une gestion du territoire et une gestion des hommes. Et que c'est cette alchimie, on va dire, pour parler vite, et qui a fait qu'on a cette variété et cette diversité dans le même. On a énormément de situations différentes. Et moi, je pense qu'il ne faut surtout pas arriver avec des lunettes d'académicien en croyant qu'en ayant vu un système, ça marche avec tout le monde. Justement, l'intérêt, c'est cette diversité extraordinaire de la Tamazra. Dans le livre sur les greniers collectifs de l'Atlas, en exergue de votre texte, vous mettez un extrait de Diodore de Sicile, qui est un auteur du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui dit ceci: les chefs des Libyens ne résident pas dans des villes ou des villages, mais ils possèdent des tours près de lieux où il y a de l'eau, et ils y déposent dans leur butin, ils mettent en réserve. C'est-à-dire bien le plus précieux, voilà, le grain. Ce qui est assez intéressant, donc c'est en réalité, ce dont je voulais vous faire parler, c'est la question de la datation. En réalité, nous avons un témoignage qui donne à penser qu'il s'agit de constructions très anciennes. Alors, en effet, la datation, tant que nous n'aurons pas de résultats archéologiques, nous ne pourrons pas dater. Ensuite, on sait très bien, en effet, malgré certains témoignages de l'Antiquité qui en parlent, mais vous savez, on pense que c'est une institution méditerranéenne qui existait dans toute la Méditerranée. Malgré donc certains témoignages, on est tenu de trouver des fouilles archéologiques, et il y en a eu au Maroc. Malheureusement, les résultats ne sont pas publiés ou ne sont pas assez... fournis pour donner des choses dont on serait sûr. Vous savez, l'archéologie, ça ne vient pas en quelques dizaines d'années. Il faut énormément de temps. Pensez à l'Égypte, le nombre de siècles qu'il a fallu pour reconstruire. Donc, on n'a rien qui nous assure de la date de construction ou de la date d'apparition. Ce que l'on sait, parce qu'il y a une équipe maroco-belge, de la Wallonie, qui a fait des recherches du côté de Aït Ben Hiddou, dans la vallée de l'Ounila. Et ils ont trouvé des grottes où la tribu qui habitait là emmagasinait. Et ils se sont rendus compte que dans ces grottes, ils y vivaient, mais aussi ils emmagasinaient qu'il y avait des grains, qu'il y avait donc ce système dont vous parlez. Et que, à partir du 14e, 15e, 16e, ils mettent en valeur une agriculture, vous l'avez dit, et eux qui étaient jusque-là, en effet, plutôt transhumants, se fixent en partie, car on n'est pas sûr, et développent l'agriculture et surtout la capacité à drainer l'eau, Sakia, Sagia, etc.,
toute cette hydraulique et cette science hydraulique, elle permet en effet de descendre dans les vallées, de s'occuper des vallées, d'avoir plus de culture et à ce moment-là d'emmagasiner dans des greniers collectifs plus importants. Et donc eux, ils ont daté 15e, 16e l'apparition d'un grenier tel qu'on peut les voir avec les tours angulaires, etc. Voilà. Et c'est intéressant que je vous ai dit que chaque région a ses spécificités parce que au fond, quand vous écoutez ça, vous vous dites ah ben oui, apparition 16e. On n'en sait rien. Il y a des gens qui prétendent certaines choses. Moi, qui ai travaillé sur ces questions et qui continue à restaurer des greniers, donc qui continue à discuter avec les doyens, etc., je vous dirais, soyons humbles et soyons modestes. Tant que nous n'aurons pas assez de données archéologiques, on ne pourra simplement dire, oui, 16e, on a des données. Je publie dans mon texte sur les greniers collectifs des taluht, c'est-à-dire des textes de loi qui montrent qu'il y avait tout un droit, un code, etc. Voilà, Filwéhin, que je crois vous expliquez que les plus anciens auraient 3 siècles à peu près, les plus anciens répertoriés, c'est cela? Ce qui est intéressant, c'est que c'est à Lucht, moi j'en ai consulté 3. Sur ces 3, ils disent qu'ils en copient un. Donc là, on est dans l'anti-Atlas, c'est la région de Ed Abdallah, et c'est plutôt Idouska Oufla, d'ailleurs en l'occurrence. Donc Idouska qui était une grande tribu extrêmement puissante, sans doute liée au Tazarwelt. Donc Houma, eux, ils disent, ils affirment qu'on est, puisqu'ils disent, nous avions ce code oral et maintenant nous le fixons dans la langue du verbe, dans la langue du Coran. Et ils le fixent, on va dire, 15e, 16e. Donc on dit, si ce code existait, il peut avoir existé avant. Après, nous, en architecture, on ne peut pas remonter au-delà de, au-delà de 5 ou 6 siècles. C'est impossible d'être sûr des datations, à moins d'avoir du carbone 14 ou d'autres techniques de datation avec les arbres, etc. Donc, je vous dis, on n'a rien qui peut nous affirmer aujourd'hui que nous avions cette magnifique institution des greniers collectifs il y a tant d'années. Par contre, on est sûr, moi je pense que le grenier, on est à peu près sûr qu'il existe, on va dire 12e, parce qu'on doit se méfier. C'était quand même des configurations très précaires, et c'était quand même là, le pays de la faim. C'était quand même, on a tendance, nous, à apporter un regard qui appartient à notre modernité, qui ne se rend pas bien compte des aléas de la vie. Mais quand on a eu la chance, comme j'ai pu le faire moi, dans les années 90, de discuter, et dans les années jusqu'en 2000, il y avait encore des vieux monsieur qui vous parlaient de l'époque tellement difficile, de la faim, de l'époque où ils n'avaient rien d'autre à manger que des racines, etc. Quand vous aviez ces témoignages, vous arriviez à comprendre que c'était tellement fragile et tellement incertain qu'en effet, on ne pouvait, si vous voulez, on était très peu nombreux et donc il fallait garder le moindre grain. Et du coup, ça nous rend beaucoup plus humbles sur cette question du temps passé. On aimerait vous dire, du temps des Égyptiens, il y en avait, mais rien ne nous permet de l'affirmer scientifiquement. Or, il ne faut pas aller dans des chemins où nous n'avons aucune donnée scientifique. Oui, je précise, donc j'ai bien dit tout à l'heure que cette citation de Diodore de Sicile était en exergue, et quand je saisis bien, elle n'est pas du tout dans le corps de votre démonstration, elle est en exergue, donc c'est plutôt une piste que vous proposez, et ce n'est pas du tout une assertion, une affirmation au sein de votre texte. C'est évident que le grain et toute l'agriculture, c'est évident que le pain, on a ni'ma, donc aussi, c'est évident que tout ça ne vient pas de nulle part. Mais on ne peut rien affirmer en termes de date, si vous voulez. D'accord. Mais ça vient de très loin, c'est évident. Nous parlons du temps qui a passé, de l'histoire, et
parce que vous y consacrez aussi des passages, des appels de notes, etc., même une préface, je voudrais faire une petite parenthèse au sujet de quelques-uns de vos prédécesseurs, dont par exemple Henri Terrasse, dont vous avez préfacé la réédition de l'ouvrage principal aux éditions Actes Sud. À la fois, vous êtes héritière par les travaux de recherche que vous effectuez actuellement de ces grands devanciers. Néanmoins, vous êtes aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que vous apportez des éléments nouveaux. Oublions la partie coloniale, mais uniquement dans la méthodologie et dans la perspective, on va dire, historique. C'est qu'Henri Terrasse y publie en 1938, mais ça nous permet d'avoir des images, d'avoir des photos. Donc moi je restaure aujourd'hui. On n'a pas d'archives. Qsar Essa, qu'on a restauré de 2006 à 2011, on avait l'archive orale des doyens, donc ça peut remonter que 80 ans après, on va dire, au plus court. Et on avait quelques photos de Odette Dupuy-Godot, plus les descriptions qu'elle en avait fait dans les années 50. Et un passage de Léon l'Africain, et très peu de choses ensuite du temps du grand saint qui a fondé, mais où on n'a pas de descriptif, si vous voulez, de l'architecture. Je parle de l'architecture. Donc, comment est-ce qu'on restaure? On n'a que des archives orales qui souvent sont subjectives. Ce que vous avez vu petit, quand vous le revoyez adulte, ça n'a rien à voir. Donc, il nous faut reconstruire, on reconstruit avec les gens. Si l'architecture a tenu jusqu'à nous, tant mieux. Et si on a des photos, tant mieux. Donc on peut rendre hommage à tous ces théoriciens de l'époque coloniale d'avoir fait un travail d'archives extraordinaire. Mais on ne doit pas être dupe. C'était une époque où eux voyaient les villes, Fès, etc., comme le Moyen-Âge, et le peuple berbère et tout ce qu'ils ont appelé le monde berbère, ils le voyaient comme les temps archaïques, l'âge de bronze, disent-ils. Donc, si vous voulez, une perspective relativement bienveillante, en fait, comme un âge antérieur de la société européenne. Non, mais on ne règle pas des comptes, mais on n'est pas dupe. Moi, je rends hommage et je suis très heureuse que ces textes existent. Et il y a un travail considérable qui a été fait. Par contre, on ne doit pas, c'est un impensé colonial, que de considérer cette hiérarchie sociale qui est dangereuse. Mais il y a aussi une hiérarchie. Et il y a l'opposition citadins, ruraux, etc. Donc, si vous voulez, il faut manipuler tout ça avec beaucoup de pincettes. Il y a des gens qui prennent les textes de Robert Montagne pour argent comptant aujourd'hui. Vous avez des jeunes gens qui ne sont pas formés, qui lisent Robert Montagne et qui disent « Ah, tout ce qu'il dit est vrai ». Or, c'est l'un des plus grands idéologues de la colonisation française au Maroc. Donc, il nous faut être très vigilants. Tout ce qu'il dit, il faut le relire à la lumière de ce que faisait, par exemple, au Maroc. Moi, je travaille dans l'Anti-Atlas actuellement, beaucoup. L'Anti-Atlas n'était pas pacifié. Il n'avait pas réussi à pénétrer dans les montagnes parce que les gens se battaient. Et la lutte était âpre, puisque évidemment, vous savez bien que les gens, on n'était pas sur le même niveau de... Les autres avaient des avions, en face ils avaient, on va dire, de la fronde, des pierres. Donc, ils n'ont pu arriver à parler des territoires auxquels ils consacrent leurs travaux que sur la partie Skoura, etc., qui à ce moment-là est pacifiée. Donc c'est extrêmement important de savoir aussi qu'on a des travaux sur des zones qui sont des zones qui ont été prises par l'armée et qui sont tenues par l'armée. Mais il ne faut pas... un certain nombre de ces observateurs sont d'ailleurs des militaires. Oui, mais je ne porte pas de jugement. Je dis, c'est une période coloniale, il faut manipuler ces textes avec prudence. Oui, mais parmi justement les éléments qu'il m'intéresse de discuter avec vous, et parmi les nuances ou les contradictions que vous apportez à ces grands auteurs du passé, c'est notamment ce qui a trait au caractère autochtone ou importé de cette architecture. Justement, il parle du Yémen ou ce genre de théorie fumeuse pour le moins. Aujourd'hui, on sait pertinemment que, puisqu'il y a eu des tas de travaux qui sont... Vous voyez, c'est la fragilité de ces travaux-là. C'est-à-dire qu'on érige pour vérité scientifique des choses dont il faut attendre l'archéologie pour en être sûr. Ça, je veux dire, ces témoignages vivants, cette architecture, elle est là depuis
des siècles et des siècles. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait un courant oriental ou orient. Bon, non. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, et ça on le voit avec les Mouahidines, on le voit avec les Mourabitines d'abord, on le voit avec les Mérinides, ça a été ces territoires, ce sont des creusets. Si vous voulez, il y avait une force constructive, créatrice, et elle irriguait ces territoires. Elle traversait parfois la Méditerranée, et en même temps on est sur des réseaux des marchands qui viennent du Sahara. Donc on est vraiment sur le courant évidemment du fleuve qui amène la religion, mais on est aussi sur la mer et l'océan. On est tourné vers la Méditerranée tout en ayant des relations avec le Sahara. Donc on ne découpe pas. Et je pense que ce qui est beaucoup plus difficile à voir, c'est cette idée de synthèse et cette idée de carrefour. Moi, je ne vois pas du tout ces contrées-là comme des refuges. C'est des mots qui ont été prononcés à cette époque-là. Je ne vois pas comme les derniers des Mohicans ou le dernier des... Non, je vois ça comme au contraire des creusets depuis lesquels sont partis ou lesquels creusets ont été eux aussi irrigués par, on va dire, l'Afrique profonde et par l'Orient et par l'Europe. Et je pense que quand on a cette vision-là, on a une vision plus juste et on comprend mieux pourquoi il y a autant de... Par exemple, les bijoux. On sait depuis peu qu'on faisait appel à des juifs pour tout ce qui était le cuivre et certaines mines. Et on se dit, mais alors, là, c'est des savoir-faire particuliers, on fait venir ces hommes d'ici et là, ils vont amener des techniques et ces techniques vont rencontrer, et si vous voulez, on est plutôt dans une histoire de brassage que dans une histoire d'apport. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, comment distinguer ce qui relève je dirais, de l'acculturation de ce qui relève de la déculturation? Comment ces sociétés relativement fragiles d'un point de vue militaire ont-elles pu faire pour résister, pour exprimer une âme plus ancienne que celle que l'esprit qu'on voulait diffuser dans ces sociétés avec toutes les invasions qui se sont déroulées? Moi, je restaure maintenant depuis 2000 à peu près, un peu avant. Donc, si vous voulez, ça fait un certain temps. J'étudie ça depuis 90-93. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt toute cette littérature et avec beaucoup d'étonnement. Et pour moi, bien au contraire, c'est une civilisation d'une immense force. Voyez ces parures dans cette exposition. Voyez cette noblesse. Moi, je restaure, là, on est en train de restaurer une porte absolument merveilleuse d'une maison, mais ça ne vient pas de nulle part. Et en même temps, je ne peux pas vous dire, ah, ça c'est islamique, ah, ça c'est de la romanité, ah, il ne faut pas. Encore une fois, si nous découpons les choses et mettons un étiquetage, on fait comme des entomologistes qui s'occupent d'insectes, vous voyez. Il s'agit de civilisation. Une civilisation, elle est nourrie, elle est traversée. Elle est éminemment berbère, cette civilisation. Il n'y a pas de doute. On est tous venus de la même matrice. Mais, si vous voulez, il y a assez d'intelligence pour prendre ici et là. Et on ne peut pas parler de termes aussi... D'ailleurs, c'est des termes très utilisés en zone francophone aussi, violents que l'acculturation. Non, non, non. On est plutôt dans la synthèse, on est plutôt dans ce brassage. Et encore une fois, force de ces civilisations. Mais enfin, on nous a dit, et dans ces textes, on nous dit, ça y est, c'est la fin, ils meurent, etc. Moi, les greniers collectifs, je suis intéressée, fascinée, etc. Dès les années 90, quand je découvre ces grands livres dans les bibliothèques de nos facultés ici en France. Et après, je me dis, je vais y aller et je vais trouver que des choses qui sont mortes. Et je trouve des greniers vivants. Alors même que Robert Montagne, en 1931, il signe son texte et il écrit
voilà, la civilisation du chewing-gum est là, c'est fini, il n'y aura plus de greniers. Et les greniers aujourd'hui, je vous parle, en 2015, il y a encore des greniers en activité. Et c'est extraordinaire. Donc moi je dis, quelle force, et on le doit à la force d'une civilisation et à sa puissance, même si elle ne peut pas étiqueter. Vous imaginez la langue elle est là, quoi qu'il advienne. Et elle nous vient... Là, on peut dater un peu plus loin que des architectures. Et c'est toujours là. Donc, il faut... c'est pour ça que je vous dis, il faut se méfier de ces impensés. Avant de dire qu'il y a acculturation, voyons la force de ce qui existe. Et voyons la puissance que c'est.